Et c'est à Niels maintenant de nous faire sa chronique anticoloniale. Merci Gisèle. Moi je t'en prie. Le 17 octobre 1961, comment parler d'autre chose? La guerre d'Algérie se poursuit depuis 7 ans. Le conflit se radicalise sur le territoire français. Personne n'imagine que dans 5 mois, les accords d'Évian seront signés. Le dessein obsessionnel de Michel Debré, Roger Frey et Maurice Papon n'est pas de juguler l'OAS qui menace la République, mais de démanteler le FLN. Le 6 octobre, Maurice Papon ordonne d'établir dans Paris et la banlieue parisienne un couvre-feu pour les Algériens de 20h30 à 5h30 du matin. Qu'ils habitent la Goutte d'Or, la Butte aux Cailles ou le bidonville de Nanterre, ils demandent de réagir contre cette mesure discriminatoire. Dans la décision prise d'organiser une manifestation, une référence s'impose. 11 mois plus tôt, le 11 décembre 1960, De Gaulle effectue une tournée des popotes en Algérie pour faire prévaloir son idée d'Algérie algérienne. Il doit affronter un climat de violence, des partisans de l'Algérie française bénéficiant du soutien des régiments parachutistes. C'est alors que se produit un événement que personne n'avait même envisagé, un tournant décisif dans le déroulement de la guerre. Partant de la grande et de la petite Casbah, femmes et hommes descendent massivement dans la rue, scandant « Vive l'Algérie, vive l'indépendance ». Aux fenêtres et aux balcons, sur les terrasses et dans les rues, les drapeaux verts et blancs sortent des caches. Après ce 11 décembre 1960, rien ne sera plus comme avant. Pour De Gaulle, pour les extrémistes de l'Algérie française, mais également pour les dirigeants algériens. Cette manifestation fut une formidable bouffée d'air. L'intérieur, le peuple, malgré la répression, tenait. L'aspiration à être indépendant était irréductible. Politiquement, la lutte de libération était gagnée. Pour la Fédération de France du FLN, il s'agit de démontrer que pour l'émigration, l'aspiration à l'indépendance est tout aussi irréductible. Femmes et hommes défileront massivement dans Paris le 17 octobre au soir. Les instructions données sont claires. Il s'agit de manifester dans le calme et d'éviter toute violence. Le FLN dissémine des amis français sur le parcours de la manifestation. Témoin essentiel, il rapporte dans Ratonnade à Paris. À l'heure où sous la pluie le pavé noirci reflète les enseignes au néon, à l'heure où Paris fait la queue à la porte des cinémas, où Paris pousse la porte des restaurants, où Paris ouvre ses huîtres, au moment où Paris commence à s'amuser, ils ont surgi de partout. Nul ne peut encore envisager la tuerie à venir. Au lendemain du massacre, l'ensemble de la presse reconnaît le caractère non violent de la manifestation. La police, qui a soigneusement fouillé les 12 000 Algériens arrêtés ce soir-là, n'a trouvé sur eux aucune arme, pas un revolver, pas un couteau n'a été saisi. Quotidiens et hebdomadaires admettent, certains critiquent les excès policiers, mais l'ampleur de la répression reste à connaître. Comme pour tous les crimes de guerre commis depuis 1954, le silence est impossible. Et malgré les pressions, menaces, condamnations, censures, ceux qui se battent pour que la réalité de cette guerre coloniale soit connue, révèlent les faits et dénoncent les responsables. Vérité, liberté, journal semi-clandestin fondé par Robert Barra, Pierre Vidal-Naquet, Paul Thibault, publie dans les jours qui suivent un numéro accablant. L'évidence est là. La jonction que nous redoutions entre les tortionnaires d'Alger et les tortionnaires de Maurice Papon est réalisée dans les faits. À l'encontre de la dénégation de Roger Frey qui déclare « Il n'y a pas le moindre commencement du nombre de preuves des accusations portées contre la police », Jean Carta écrit dans Témoignages chrétiens « Il ne s'est rien passé d'extraordinaire à Paris mardi soir. On matraquait, on mitraillait. Le seul fait extraordinaire, c'est que pour une fois, les matraquages se déroulaient sous nos yeux, au cœur de la capitale. Et de répondre à Roger Frey, s'il faut 1000, 10 000 témoins, ils sont prêts, même si la justice qui doit les entendre ressemble de plus en plus à celle d'Arthur Howie dans la pièce de Bertolt Brecht. Vérité Liberté précise que les services de l'inspection générale de la police estiment à 140 le nombre des morts, et que les Algériens parlent, eux, de 200 morts et 400 disparus. Sérieux de l'information donnée par les Algériens, le chiffre de 200 morts est proche de celui de Jean-Luc Einaudi dans son livre sur la bataille de Paris, publié 30 ans plus tard. Rigueur dans la dénonciation du crime d'État, les 400 disparus décomptés par les Algériens
correspondent à des manifestants dont au lendemain de la manifestation on était sans nouvelles. Certains vont s'ajouter aux morts, noyés dans la Seine ou sous les coups des matraques. D'autres avaient été renvoyés de force en Algérie sans que leur famille en soit informée. D'autres, enfin, avaient pu se réfugier chez les frères ou passer dans la clandestinité pour éviter la répression. Toujours dans Vérité et Liberté, on peut lire la déclaration émanant d'un groupe de policiers républicains, soulignant la présence de Maurice Papon et de Maurice Leguet, directeur général de la police municipale, sur le lieu de la répression et affirmant « Nous ne pouvons pas, comme syndicalistes, taire plus longtemps notre réprobation devant des actes odieux qui risquent de devenir monnaie courante et de rejaillir sur l'honneur du corps de police. » Esprit, dans un article contre la barbarie, fait ce terrible constat. La Seine charrie les frères des cadavres qui dorment au fond de la baie d'Alger. Et répondant aux arguments de Papon qui évoquent les agissements criminels des terroristes algériens, il conclut « Aucun raisonnement politique, aucune prudence administrative ne valent face à de tels crimes. » Si le silence et les regards détournés de ceux qui ont assisté au massacre est une tâche indélébile qui renvoie à la rafle du Veldiv, sous le titre « La bataille de Paris », les temps modernes écrivent « Pogrom », le mot jusqu'ici ne s'écrivait pas en français. Soudain, s'étalait en pleine rue au cœur de la capitale, ce que dissimulait jusqu'alors l'ombre des commissariats et des caves, mais le préfet qui ordonne, le ministre qui autorise, le gouvernement qui couvre l'ignoble, déchaînement du racisme, se déshonore en vain. Vérité et Liberté fait ce triste constat. Jamais le décalage entre la gauche française et la révolution algérienne n'est apparu aussi éclatant. François Maspero leur fait écho dans Partisans. Le fait que le courage, l'héroïsme même des familles algériennes de la région parisienne ait réussi à faire enfin éclater, jusque dans les rues des quartiers bourgeois, l'atroce vérité, l'atroce visage de nos chiens en uniforme, ne doit pas permettre à qui que ce soit de se donner le luxe de ces comédies où l'on répète « Nous dénonçons, mais nous ne sommes pas du même monde ». Contre l'indignité du silence, ces voix anticolonialistes dénonçant les crimes d'État doivent être appelées. Terrible fin de partie, les jusqu'au-boutistes de l'Algérie coloniale vont multiplier les carnages, il y aura encore les morts de Charonne, les victimes de la politique de la terre brûlée de l'OAS, mais ce 17 octobre 1961, la haine raciste déchaînée dans la rue de Paris porte en soi la défaite du colonialisme. Les Algériens résistent. Dans l'opinion française, le soutien à la cause de l'indépendance d'Algérie, longtemps resté un acte individuel et minoritaire, va s'amplifiant. La bête tue encore, mais l'Algérie sera indépendante. Merci Nils pour ce moment magnifique.